Information, recherche, rétinite pigmentaire organise ses 37e rencontres nationales ici à Montpellier pour la première fois. Première conférence, Isabelle Meunier, professeure de recherche INM Montpellier. Thérapie génique, où en sommes-nous? Je voudrais d'abord rappeler que j'ai eu le privilège et le plaisir de travailler avec Christian Hamel, que j'ai rejoint fin 2007, juste avant-hier. C'était quelqu'un qui a toujours été passionné par ces pathologies rares, qui a toujours donné de l'énergie, l'envie de comprendre pourquoi il y avait cette perte progressive des photorécepteurs chez ces patients, quels étaient les facteurs protecteurs que nous pourrions avoir, et qui a toujours dit « J'espère que nous aurons le privilège de proposer des thérapies. » Je vais peut-être enlever le masque, ça sera quand même mieux. Quand je l'ai rejoint, c'était un homme qui a toujours aimé la sémiologie, c'est-à-dire comprendre les signes cliniques, aller traquer les signes qui pouvaient être aussi extraoculaires. Nous avions un enjeu diagnostique, puisque pendant longtemps, des patients peuvent être en errance diagnostique, ce qui est très dur, parce qu'on se dit toujours, est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative thérapeutique? Est-ce que ça ne serait pas une cause infectieuse qu'on ne comprend pas, une cause inflammatoire? Donc l'étape initiale a été toujours d'apporter un diagnostic clinique le plus précis possible. Alors ce n'est pas toujours apporté dans 100% des cas. Et puis l'évolution, elle s'est faite vers l'accès au diagnostic génétique, qui est un atout majeur parce que c'est de la garantie absolue de préciser le mode de transmission et d'encadrer aussi le projet parental. C'est le diagnostic de certitude de la pathologie et de son origine génétique. Pourquoi, alors que je suis le seul de la famille, seul dans la famille à avoir cette pathologie? Je ne comprends pas. Pourquoi vous dites que c'est génétique? Et aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, on a enfin l'arrivée d'essais cliniques de thérapie à Montpellier. Et c'est quelque chose, quand j'ai rejoint Christian, je partirai à la retraite avant qu'il y ait des thérapies. Ça va être mon côté un peu sceptique. Et ces thérapies géniques sont à l'heure actuelle une nouvelle donne. Et ça renforce l'idée qu'il faut avoir un diagnostic clinique rigoureux, une évaluation de la rétine dans ses capacités à accueillir la thérapie et le diagnostic génétique, puisque ces thérapies sont spécifiquement orientées soit pour un gène, soit voire même pour une mutation dans un gène donné. D'où l'obligation de cette étape de diagnostic génétique. Donc je vous rappelle, dans ces dystrophies, même si elles ont des entités caractéristiques, avec des atteintes plutôt de la périphérie, plutôt des photorécepteurs, par opposition à d'autres pathologies qui, à l'inverse, vont plutôt atteindre le centre, la vision de lecture, d'écriture. Vous avez ensuite des pathologies qui vont aussi s'associer à des atteintes auditives. Dans toute cette variété de pathologies, il y a aussi une variété de gènes. Alors, on a plus de 270 gènes associés à ces maladies de l'œil. Alors, pourquoi ces gènes donnent que des maladies de l'œil? Eh bien, une cellule pulmonaire, elle a besoin de protéines pour être une cellule pulmonaire et elle va aller chercher le codage de ces protéines dans l'ADN nucléaire. Une cellule visuelle, elle n'a pas besoin des mêmes protéines nécessairement et elle va aller chercher dans l'ADN de sa cellule les codages pour telle et telle protéine qui vont lui permettre d'exercer sa fonction de cellule visuelle. On peut donc avoir une pathologie génétique qui va cibler exclusivement l'œil. Dans ces thérapies, quel est le principe? Pourquoi il y a un défect? Pourquoi il y a des difficultés de fonctionnement des cellules visuelles? On va parler de 2 grands modes de transmission. Soit c'est une transmission dominante, il y aura donc un risque sur 2 à chaque génération d'avoir une atteinte. Dans ces pathologies dominantes, probablement pour faire simple, la protéine codée, mutée, va être toxique par elle-même. Et dans ce cas-là, pour l'axe de thérapie, il va falloir neutraliser cette protéine toxique. Apporter une copie normale en plus, vous allez alimenter la copie toxique dans son effet délétère. Vous lui donnez du substrat en quelque sorte. Donc dans les pathologies dominantes,
la stratégie de traitement sera plus d'aller neutraliser la petite faute d'orthographe qu'il y a dans le codage de la protéine. À l'inverse, dans les maladies récessives, où les 2 copies du gène, nous avons tous 2 copies de tous nos gènes, c'est une forme de sécurité, il y a une copie héritée de notre père et une copie héritée de notre mère. Dans ces pathologies récessives, les 2 copies conduisent, et c'est pour ça que les pathologies restent rares, les 2 copies vont conduire à une protéine qui n'est pas fonctionnelle. Et là, par contre, apporter une copie normale, c'est donner 50% de la protéine et ça peut permettre à la cellule visuelle de fonctionner. Donc les stratégies d'apport et de thérapie génique, où on apporte la copie du gène à la cellule, sont des stratégies qui s'appliquent aux maladies récessives. Est-ce qu'il y a des facteurs limitants? Oui, parce que le transporteur qui va amener la copie à la cellule, ce transporteur qui est un virus atténué, qui ne peut pas être pathogène, ce transporteur, ceux qui sont bien tolérés en intraoculaire, ne sont pas capables de porter des gènes longs. Ce qui veut dire aussi qu'il y aura dans ces pathologies récessives à gènes longs la possibilité d'utiliser des thérapies où on va les corriger des mutations. Ça évite d'avoir à apporter le gène complet, où il y a d'autres alternatives, c'est de dire on va prendre 2 transporteurs qui vont prendre l'un le premier bout du gène, le deuxième transporteur le deuxième bout du gène, et dans la cellule, on va faire en sorte qu'il y ait un assemblage complet de la protéine codée par le gène. Donc, ces pathologies et cette thérapie génique, il y a des critères, plutôt des maladies dites récessives, des gènes plutôt de petite taille. L'avantage de l'œil, c'est qu'on sait traiter cet œil, on sait rentrer à l'intérieur de l'œil, on sait aller sous la rétine. Donc, il y a eu aussi une amélioration des techniques chirurgicales pour rendre peu délétères, peu agressives ces techniques, parce qu'on va quand même purement et simplement soulever la rétine centrale quand on fait la thérapie génique pour la plupart des modèles de thérapie génique actuellement. Soulever la rétine centrale, c'est induire un décollement de rétine. Quelqu'un qui fait un décollement de rétine, même si on le réapplique chirurgicalement, ne récupère pas toujours une vision centrale. Donc c'était quelque chose de périlleux. Et les progrès réalisés par ces chirurgies vitréennes dont vous aurez une présentation permettent d'aller soulever cette rétine. Il faut une expertise du chirurgien bien sûr, et d'apporter sous la rétine la copie qui va être coaptée par les cellules visuelles présentes, les cellules cibles, épithélium pigmentaire ou photorécepteurs, et traduire à partir de cette nouvelle copie et produire la protéine nécessaire. En quelque sorte, on estime qu'il y a probablement des photorécepteurs qui ne fonctionnent pas bien, d'autres qui n'ont peut-être plus leur article externe, qui est le capteur pour capter le signal lumineux. Apporter la copie va permettre de restructurer ce capteur, de le rendre réellement opérationnel et donc de redonner une capacité visuelle. C'est dans la zone traitée. On crée une petite bulle, c'est dans cette zone-là, et c'est la limite un peu de l'injection sous-rétinienne, c'est dans cette zone-là que vous apportez la copie. Donc, il y aurait une alternative préférable, ça serait d'injecter en avant, dans le vitré, cette cavité qui est en avant de la rétine, pour que ça puisse diffuser dans l'épaisseur rétinienne et aller traiter toute la surface de la rétine. L'idéal, l'objectif final, ça sera de prendre des cellules cutanées d'un patient, dédifférencier ces cellules cutanées, puis les redifférencier en cellules visuelles, et dans cette étape, on aura fait le traitement de la anomalie génétique, de la petite erreur génétique. Et donc, on aurait les cellules du patient guéries et les apporter sur la rétine. On ne sait pas à l'heure actuelle faire la dernière étape qui consisterait à partir de cellules mises en culture, traitées, guéries, imposer à ces cellules, quand elles sont placées sous la rétine, les connexions nécessaires pour établir une fonction visuelle. La première thérapie génique, oui, on l'a vu arriver, c'est donc RPE65, c'est Luxturna. C'est une maladie récessive qui va plutôt toucher des enfants et qui est liée à des mutations des 2 copies du gène RPE65. Et aujourd'hui, les critères d'indication, c'est l'enfant, mais plus de 4 ans. Dans ces thérapies géniques, il faut traiter tôt pour avoir le maximum de cellules présentes et
Pas trop tôt parce que la configuration du vitré de l'enfant n'est pas toujours favorable et il y aurait des risques de décollement de rétine, d'où ce critère 4 ans. Et des critères d'épaisseur rétinienne suffisants pour dire là, on va avoir un effet bénéfique. 4 ans, ça veut dire qu'il faut faire un diagnostic tôt. Ça veut dire que l'accès au diagnostic génétique doit être rapide. Et donc, compte tenu de ces modifications des traitements, il y a eu une anticipation et une forte action des ministères, puisqu'aujourd'hui, depuis l'année dernière, par la filière Sans-Gènes, qui regroupe les centres de référence dédiés aux maladies rares, il y a l'indication de l'accès au diagnostic génétique à tout patient ayant une dystrophie rétinienne. Il y a 10 ans, c'était au coup par coup. On avait peu de capacité. C'était plutôt dans les protocoles de recherche qu'on identifiait les mutations. Aujourd'hui, c'est un accès donné à chaque patient pour une analyse carrément génomique. Donc ces périodes où on mettait des fois 5 ans, 6 ans, 8 ans avant de vous donner une réponse génétique et de la confirmation diagnostique, c'est aujourd'hui des délais qui vont être fortement diminués. Quand les choses seront bien mises en place, l'engagement de ces structures est de donner une réponse génétique en moins d'1 an. Comment on reconnaît RPE65 ? Toutes ces dystrophies rétiniennes, qu'est-ce qu'on va chercher ? Y a-t-il ou non une atteinte centrale ? Une rétinite pigmentaire peut s'associer toutefois à une atteinte centrale, ce qui peut être un élément qui va compliquer la prise en charge et l'indication de traitement. Dans RPE65, la particularité, c'est que l'atteinte maculaire n'est pas précoce, qu'il y a une phase où la cellule visuelle est présente mais dysfonctionne. C'est par le biais du cycle visuel. Et vous voyez cet enfant, en fait, il a une belle segmentation sur la coupe en OCT, qui est le scanner de la rétine. Et c'est dans cette analyse par scanner qu'on voit où sont encore les marqueurs de la présence des photorécepteurs et de leur cohésion correcte avec le duo formé avec l'épithélium pigmentaire. Donc on a des critères en imagerie pour dire il y a une préservation centrale, et quand on dit au patient il y a une bonne préservation centrale, ça veut dire que oui, en périphérie, il y a des souffrances, il y a une perte de photorécepteurs, mais le centre tient bien, et c'est la particularité des rétinites pigmentaires d'avoir un centre, le support de la lecture, de l'écriture, qui peut être préservé. Reste que le handicap, lui, est présent, et il est lié à l'altération majeure du champ visuel. Donc le centre de référence de Montpellier s'est fortement impliqué dans les premiers essais cliniques de thérapie génique. Les patients RPE de 65 du centre ont été traités par l'Institut de la Vision, les 5-6 patients. C'est notre mission. Tout patient qui aura vu à Montpellier des mutations et une indication possible de Luxturna sera adressé. La mission du centre, c'est de dire et de vous contacter. Là, il y a une thérapie qui pourrait vous être proposée, il faut aller à tel endroit. Là, il y a une thérapie qui pourrait vous être proposée, nous pouvons vous prendre en charge à Montpellier. Donc, il y a un partenariat entre les centres pour s'orienter sur des thérapies. Et nous, notre mission, c'est de dire, vous pouvez aller là, et être attentif aux projets et aux thérapies en cours d'évaluation. Donc, on a pu être associé au projet international avec 300 patients dans le monde. 30 ont été inclus à Montpellier sur la thérapie génique proposée dans les RP liés à l'X. Les RP liés à l'X touchent les garçons. Pour quelle raison ? Parce qu'un garçon est XY. Une femme va être moins touchée parce que de l'autre côté du X, elle a un X. Donc même si un de ces deux X est altéré, le deuxième X produit la protéine normale. Alors, les femmes conductrices peuvent parfois développer un peu la pathologie, mais ce n'est pas constant. Donc, les critères d'inclusion, vous voyez que ces rétinites pigmentaires liées à l'X, on pourra inclure des patients et proposer une thérapie chez l'enfant. Les premiers essais sur la thérapie Luxturna et RPE65 ont d'abord été faits chez les adultes. Donc, on a un gain aujourd'hui dans les essais cliniques pour pouvoir inclure plus rapidement des enfants et inclure plus rapidement des gens qui ont une acuité visuelle entre 1 et 6 dixièmes. Les premiers essais pour la thérapie génique RPE65, c'était des patients adultes ayant une vision très basse. Donc, l'utilisation des cellules humaines pour évaluer la réponse au traitement, c'est un moyen d'établir une preuve de concept beaucoup plus rapidement et ne pas passer, comme on l'avait fait initialement pour la première thérapie, par un modèle canin. Donc, les patients peuvent être inclus pour ces formes RP liées à l'X mutation RPGR
peuvent être inclus dans l'étude. J'ai plus. On va passer à la suivante. Avec la souris. Donc ces rétinites pigmentaires liées à l'X avec des mutations RPGR, elles ont un aspect un peu particulier, c'est que dans une même famille, et ça peut vous surprendre, il peut y avoir des gens qui ont un tableau de rétinite pigmentaire, donc des difficultés qui vont débuter en vision périphérique, et dans la même famille, d'autres qui, à l'inverse, vont avoir des dystrophies des cônes, c'est-à-dire une atteinte initiale de la vision centrale, photophobie, baisse d'acuité visuelle. C'est cette particularité sur ces formes-là. Donc l'indication pour la thérapie génique sera plus l'indication de la rétinite pigmentaire et pas tellement de la dystrophie des cônes, sauf si on traite plus tôt. Il y a un aspect très caractéristique chez les femmes. Donc tout garçon, il est important d'examiner la mère, la sœur, la fille, pour aller avoir ces éléments d'orientation qui vont aussi aider dans la recherche génétique. Donc ces patients sont éligibles avec, là encore, l'obligation du diagnostic génétique, puisqu'on va apporter la copie du gène, il faut que ça soit dédié au bon gène. Donc il faut avoir fait la preuve qu'il y a une mutation dans le gène RPGR. Il y a des critères d'éligibilité entre 1 et 6 dixièmes, plus de 8 ans. On est dans la phase observationnelle, c'est-à-dire que les patients sont suivis 2 ans et vont basculer dans la phase de chirurgie, où les patients seront traités sur un œil immédiatement ou avec un délai d'1 an, parce qu'il y a toujours ce besoin d'une population contrôle. Alors c'est difficile à admettre quand il n'y a pas d'autre alternative de traitement. Donc pour cette transmission liée à l'X et RPGR, l'essai clinique va permettre de toute façon à tout patient éligible d'accéder à un moment donné à la thérapie sur un œil. Ce qui n'a pas été le cas pour l'étude précédente qui était dédiée à la choroïdérémie, qui s'apparente dans les signes cliniques, dans la présentation clinique à une rétinite pigmentaire. Il y a des distinctions sur l'aspect clinique, mais les symptômes sont les mêmes, avec une longue préservation de la vision centrale, mais un handicap qui est lié à l'atteinte du champ visuel périphérique. 22 patients avaient été inclus à Montpellier dans l'étude observationnelle qui montre que l'évolution était très lente. En 2 ans, peu de variations d'acuité visuelle. Et 140 patients dans le monde étaient traités, dont 9 à Montpellier. Et là, les résultats sont très pertinents. Vous voyez qu'en autofluorescence, il y a des aspects caractéristiques. Ça, c'est un aspect de femme conductrice. Les femmes peuvent développer la pathologie plus tardivement. On a des petites altérations sur la coupe OCT, donc ce scanner de la rétine qui permet de rentrer dans l'épaisseur rétinienne. Je vous rappelle qu'une rétine est transparente, donc on peut pénétrer avec le faisceau lumineux. Je vous rappelle aussi que c'est 250 microns. Donc toutes ces techniques d'imagerie, ces techniques d'analyse génétique nous permettent d'avoir fortement progressé dans l'indication de traitement qui est éligible et d'évaluer aussi la thérapie. On a des outils pour voir quelles sont les réponses, quelles sont les performances de la rétine, aussi bien sur le plan de la fonction, avec de nouveaux champs visuels, et sur la réponse et la tolérance à l'OCT, puisque cette OCT nous permet de voir des réactions inflammatoires à minima, voir des petits éléments kystiques. Donc c'est un outil essentiel pour dire, au-delà de l'acuité visuelle, il y a une tolérance anatomique de l'injection sous-rétinienne. Ça, ce sont les courbes de tous nos patients qui vous montrent bien, ça c'est la phase observationnelle puis la chirurgie, qui montre bien que globalement, à part un patient qui a fait une réaction inflammatoire à distance de la chirurgie et qui a été traité par corticoïdes à forte dose, à part ce patient-là, la plupart des patients restent stables, donc il n'y a pas eu d'effet délétère du soulèvement fovéolaire, il n'y a pas eu de dégradation, et il y a une tendance à la réduction entre l'écart entre les 2 yeux. L'œil le plus faible a été l'œil traité. Et globalement, certains ont l'écart entre les 2 yeux qui diminue, et certains ont même eu un œil traité qui est passé et est devenu meilleur que l'œil non traité. Il y aura nécessité d'un recul long pour formellement dire il y a un effet. On sait que ce n'est pas toxique. Il faut un recul sur l'étude observationnelle de 2 ans avant, peu de variations en termes d'acuité visuelle. Donc 2 ans ne sera pas suffisant pour dire c'est mieux, et on peut même dire que l'œil traité est meilleur. Simplement, il y a déjà cette tendance toutefois. Donc bonne tolérance, malgré le décollement fovéolaire, et
peu de réactions inflammatoires sur l'ensemble de la cohorte. Et la cohorte française était finalement représentative des résultats qui ont été communiqués et qui seront communiqués dans des congrès en septembre sur les résultats à l'échelle mondiale. Et puis, on a une nouvelle thérapie qui a été proposée aussi à Montpellier. Et là, c'est cibler une mutation. Alors, c'est spécifique, c'est 2 mutations différentes dans l'exon 13 du gène UH2A. Donc, il faut avoir sur une des 2 copies, parce que c'est une maladie récessive, là encore, sur une des 2 copies, ou les 2, il faut avoir spécifiquement cette mutation pour que le traitement ait du sens et une action. Donc, c'est ces 2 mutations-là, précisément, qui sont ciblées par un petit fragment d'oligonucléotide, donc un petit codage, un tout petit fragment, et qui va aller neutraliser et induire le saut de cet exon 13. C'est-à-dire que la protéine finale, elle va passer de la petite brique codée par l'exon 12 à la petite brique codée par l'exon 14. Ça va être une protéine complète, sauf sur la partie de la brique 13. Et bien cette protéine qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, etc., cette protéine-là fonctionne. Il fallait avoir cette hypothèse tout de même. L'avantage, c'est que c'est une injection intravitréenne. Ça se fait comme pour le traitement de la DMLA. Ce n'est pas une vraie chirurgie. On va dans un bloc, bien sûr. Il y a des conditions d'asepsie très rigoureuses, de préparation du patient, mais c'est simplement une injection comme dans la DMLA pour les facteurs contre les nœuds vaisseaux. Il y a 20 patients qui ont été traités dans le monde, 3 ont été traités à Montpellier. C'est la première fois que je vois un patient qui gagne en lettres en acuité visuelle. C'est la première fois que je vois des patients qui disent « Là, hier, on a fini très tard, il faisait nuit, je suis allée à l'hôtel en face et j'ai pu y aller, vous n'avez pas eu à m'accompagner. » Donc c'est la première fois que sur les 3 patients traités, on a 3 améliorations. Le produit est supposé agir à peu près 6 mois et les 3 patients traités sont d'emblée prêts à passer à l'étude suivante qui leur permettra d'être réinjectés. Donc le syndrome de Usher, les mutations dans UH2A peuvent s'associer à des rétinites pigmentaires isolées et ou à des syndromes de Usher, c'est-à-dire un déficit auditif qui est plutôt modéré. C'est des patients qui n'ont pas toujours la notion de surdité, mais qui souvent ont un petit chuintement parce qu'en fait ils ont un petit trou de l'audition et ça explique parfois ce chuintement. Donc c'est une rétinite pigmentaire assez classique, il y a peu de pigments par contre, classiquement c'est un aspect plutôt blanchâtre, ce ne sont pas des rétinites pigmentaires avec des pseudo-ostéoblastes très pigmentés, très marqués. Et là encore, il y a des critères sur l'OCT, largeur minimale de cette ligne ellipsoïde qui montre bien qu'il y a une bonne adéquation photorécepteur et épithélium pigmentaire et une certaine épaisseur rétinienne. Donc pour conclure, c'est une révolution qu'on vit tant au diagnostic génétique, cet accès transgénomique, une révolution parce qu'il y a enfin des thérapies. Il en faudra un minimum de 170. Oui, d'accord. On est à 15 essais cliniques dans le monde. C'est spécifique soit pour le gène, choroïdérémie, RPGR, rétinite ponctuelle B-sens, PD6B, c'est Nantes qui prend en charge ces patients qui ont une rétinite avec des mutations sur les 2 copies de ce gène. Et ça vous dit simplement qu'il y a une obligation d'avoir un diagnostic génétique précis. Donc on est dans cette étape-là, cette obligation. Soit on apporte la copie du gène, plutôt maladie récessive, plutôt gène de petite taille pour l'instant, soit on peut avoir une maladie dominante ou une maladie récessive et on va aller corriger une des 2 copies. C'est les oligonucléotides antisens ou le système CRISPR-Cas9 où il y a une forte implication de l'équipe de Montpellier pour aller utiliser ce système. Et il y a une expertise, c'est le docteur Caladis qui vous en parlera, qui travaille depuis très longtemps sur le modèle de ces cellules souches redifférenciées en cellules visuelles. C'est vraiment l'outil indispensable, l'outil qui fait gagner du temps pour prouver la preuve de concept du traitement, son efficacité et l'absence de modification du patrimoine génétique ailleurs, un effet qu'on n'aurait pas conceptualisé. Et il reste aussi pour nous cliniciens de définir la fenêtre thérapeutique et les critères d'éligibilité, quelle épaisseur rétinienne est requise, quelle largeur
de cette fameuse ligne ellipsoïde qui montre qu'il y a quand même une bonne adéquation entre le couple épithélium pigmentaire photorécepteur, parce que cette fenêtre thérapeutique, c'est là où il faut traiter. Et on revient encore sur, il faut avoir un diagnostic génétique pour tôt, pour pouvoir proposer au bon moment, au meilleur moment, ces thérapies qui sont en cours de développement. Et après, le futur, ça sera de comment on peut vous apporter des milliers de photorécepteurs dans la zone centrale et de leur dire, vous connectez. Je vous remercie. Gros, trop long. Il a 60 exons, 60 petites briques pour coder la protéine. En KB, ça c'est Béatrice qui vous le dira, c'est grosso modo, CHM c'est éligible, RPGR c'est éligible, c'est des petits gènes. ABCA4 qui est le gène principal de la maladie de Stargardt, c'est un gène long. Voilà. Le gène MyO7A qui est associé à des syndromes de Usher de type 1, c'est un gène long. Donc ces gènes longs, ça sera soit les techniques où on va cibler spécifiquement des designs pour aller toucher et corriger une mutation, soit il y a des équipes qui travaillent sur, on prend plusieurs adénovirus qui peuvent porter un certain poids et le transporter à l'intérieur de la cellule. Pourquoi il faut le transporter à l'intérieur de la cellule? Parce que hors de la cellule, ça va être détruit. Ça va être considéré comme une grosse protéine qu'il faut dégrader. Donc ce virus pénètre à l'intérieur de la cellule, il permet le passage, et à l'intérieur de la cellule, c'est du patrimoine génétique, entre guillemets, nouveau, et il va être traduit, donc produire la bonne protéine. Donc il y a vraiment ce facteur limitant. En fait, il y a eu des thérapies géniques pour MyO7A, ABCA4, où on utilisait un lentivirus. Et ces essais de thérapie ont été arrêtés parce qu'il y avait beaucoup d'inflammation. Alors est-ce que c'était l'antivirus qui induisait? Est-ce que c'était la production non parfaite avec peut-être des facteurs qui vont induire une réaction inflammatoire? Mais en tout cas, tous ces essais ABCA4, MyO7A sont arrêtés. Donc on est plutôt dans cette stratégie d'aller traiter un variant, une mutation sur une des deux copies, ou de fragmenter. Alors fragmenter, il faut qu'on soit sûr après que les assemblages à l'intérieur de la cellule soient parfaits. Donc il faut jouer sur la partie qui va initier la traduction et la succession de cet assemblage. Donc, ma question porte sur en fait, ce verrou de connexion entre les cellules nouvellement greffées ou créées avec le système neuronal. Est-ce que la stratégie, c'est une question de modulation épigénétique pour forcer cette connexion? Enfin, voilà, c'est quoi l'idée? Alors, pour vous donner une idée, quand on dédifférencie de cellules de la peau, pour après redonner des cellules indifférenciées et de les orienter vers ce qu'on veut, du foie, du poumon, du pancréas pour traiter des diabétiques, ou les cellules visuelles, il faut 4 facteurs trophiques dans l'environnement. La cellule, la rétine humaine, elle est figée. C'est l'avantage parce qu'il n'y a pas de prolifération de ces cellules, mais c'est son inconvénient. Vos cellules de l'épithélium pigmentaire ne vont pas se dupliquer. S'il y a une agression, la cellule de l'épithélium pigmentaire va s'élargir pour combler le trou, entre guillemets, fait par les autres cellules. Les photorécepteurs, pareil. 4 facteurs trophiques. On ne sait pas. Alors, chez la souris, on sait un peu, mais la souris qui vient de naître, elle a l'environnement favorable à l'implantation des neurones. La rétine humaine, dès la naissance, elle n'a pas cet environnement favorable. Donc la stratégie, c'est de connaître l'association de facteurs, leur séquence aussi éventuellement dans le temps, pour réinduire ces connexions. Il s'en opère quand on met ce type de cellules, mais très peu. 99% ne vont pas se connecter. D'accord. Donc c'est cette étape-là qui est manquante. Parfait. Merci. Bonjour. Je voudrais savoir, quand on fait des prélèvements sanguins, notamment pour des cas de rétinite pigmentaire, plusieurs années plus tard, on n'a aucune information sur ce qu'ils sont devenus au niveau des tests génétiques. Alors c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu. La révolution depuis juin de l'année dernière, c'est le plan France génomique.
quand je suis arrivée à Montpellier, on avait la possibilité de recherche génétique pour les amoroses congénitales de Leber, et Christian Hamel avait mis en place un plan national pour avoir les techniciens, le budget, pour rechercher les gènes dominants, puisqu'on estimait que c'était une priorité, puisqu'il y a un risque de transmission, et si on veut faire un encadrement du projet parental, il faut qu'il y ait l'identification du gène. À une époque, on faisait gène par gène, exon par exon. Il y en a 270. Vous multipliez par, mettons, on va dire qu'en moyenne, il y a 80 exons par gène. Eh bien, pour un patient, il faut combien de personnes? Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le séquençage au débit. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous pouvez tester le panel que l'on utilise beaucoup. C'est un panel où il y a les parties codantes, que les briques, hein, qui codent pour la protéine, de 208 gènes. Donc d'un coup, on peut vous faire les exons de 208 gènes. Donc ce qu'on faisait il y a 10 ans, c'est on testait les petits gènes, PRPH2, on testait quelques gènes comme ça. Avant, c'était impossible, sauf si on avait vraiment une orientation clinique. Quand on avait un aspect un peu évocateur de tel gène, on pouvait tester ce gène. Et aujourd'hui, quand je dis c'est un accès, on a actuellement 150 familles qui ont été adressées à France Génomique depuis juin de l'année dernière. Il y a pour le moment 0 résultat. Alors, je pense que la crise Covid a impacté les choses, mais pour lire les génomes, il faut des généticiens derrière. Donc, ce sont les mêmes généticiens. Il y en a 2 qui sont fortement impliqués dans les dystrophies rétiniennes, qui ont cette expertise. Eh bien, il faut qu'ils s'y mettent. Alors nous, pour lire les génomes, il faut des ordinateurs spéciaux, parce que c'est très lourd ce que vous allez manipuler comme fichier. Donc pour le moment, ils viennent juste de signer les conventions. Et deuxièmement, ils n'ont pas encore le matériel informatique pour pouvoir mouliner les résultats du génome. Donc ça paraît très simple, oui, tout est simple, mais il faut l'infrastructure derrière. Donc ça va se mettre en place. C'est vraiment une révolution, et ça montre bien que nos ministères ont compris qu'il y avait un enjeu sur le diagnostic génétique en vue parce qu'il apparaît ces thérapies. Donc c'est une révolution, et ça a été permis par le séquençage au débit. Et ça fait 4 ans. Avant, c'était vraiment dans des programmes particuliers, et ça pouvait être très bon. Moi, c'était beaucoup plus simple. On n'a aucune information, c'était pas de dire qu'on a trouvé ou pas un gène, je peux comprendre. Alors c'est difficile quand on voit... Alors, en fait, on répond quand c'est positif et quand on a quelque chose le plus souvent. Je suis toute seule à Montpellier, hein, d'accord? On voit... Dans ce cas-là, il faut réenvoyer un courrier, je regarderai si vous avez été vu à Montpellier, et on peut relancer des études génétiques. Classiquement, on voit quand même à peu près 1000 patients seuls, ce qui est énorme. Ça veut dire que maintenant, depuis 3-4 ans, on a nécessairement beaucoup de comptes rendus génétiques à faire, que classiquement, on doit vous voir en consultation pour le rendu génétique. Je n'ai pas de conseiller en génétique, on est sous-doté, je n'ai pas de psychologue, je n'ai pas... Voilà, il y a la vie rêvée et la vie réelle. Et la vie réelle, le plan de France Génomique, sur la première année, il y avait une limite d'âge, moins de 45 ans. Parce qu'on estimait qu'au-delà de 45 ans, c'était moins... On a fait lever cette limite d'âge. Donc si on n'a rien trouvé initialement, vous pouvez repartir sur le plan France Génomique, qui a des petites contraintes aujourd'hui, parce que c'est la lecture du génome. La contrainte, c'est qu'on ait les 2 parents. Donc sur un sujet de 55 ans, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que le génome, on va avoir plein de variants. Un variant, si je vous écris le mot-clé CLE ou CLEF, je vous donne une clé au final. Donc si dans mon ADN c'est marqué CLE ou CLEF, au final je vais avoir une clé. Si je vous écris le mot mer, MER, je vous apporte l'océan. Si je vous écris le mot mer, MAIRE, je vous apporte un maire de ville, etc. Donc c'est dans les lectures du génome, on va trouver des variants rares. Un variant peut être rare et donner la protéine correcte. Un variant rare peut être pathogène et donner la maladie. Et c'est pour ça que pour l'instant, dans ce génome,
dans la lecture, oui, je peux vous donner votre génome, hein. Je vais vous donner une série de lettres A, T, C, G, voilà, à l'infini. C'est un livre où on utiliserait tous les dialectes du monde, sans mettre de séparation entre les mots, sans mettre de ponctuation. Je vous laisse faire la traduction du livre. C'est simple, le génome. Il n'y a rien qui vous dit, il faut aller repérer par rapport à la protéine. C'est comme ça qu'on a compris, petit à petit, avoir pu le lire. Donc, ils vont se retrouver avec plein de variants. Donc, ce que l'on veut, c'est des variants. Un vient de la maman, un vient du papa. Et c'est sur les copies, donc en trans, d'où la nécessité d'avoir les parents. Et après, on regarde la fréquence de ce variant. Est-ce qu'il a une expression dans la rétine? S'il s'exprime et il n'est utilisé que dans le foie, ben, ce n'est pas lui. Hein. Donc, il y a une lecture qui est très longue. Et ensuite, cette lecture, elle est diagnostique actuellement. C'est-à-dire que l'interprétation va se faire que sur les gènes connus pour être associés à des maladies rétiniennes. Si on trouve des choses ailleurs, c'est de la recherche. Et là, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, on met en place ensuite des partenariats pour que des laboratoires de recherche, justement, puissent dire, ah ben tiens, là, on a retrouvé en France 3 familles. Et apparemment, c'est ce gène-là, on ne l'a jamais vu auparavant, on ne le connaissait pas. On va aller prendre les cellules cutanées des patients, les mettre en culture et voir ce qui se passe. Est-ce que ça induit bien un problème rétinien? Donc oui, il y a encore des connaissances à savoir. On est face à un livre, le génome, où tous les dialectes du monde sont mis. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de séparation des mots.